Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons décrire l'anatomie du poignet. Le poignet, donc, c'est la jonction entre l'avant-bras et la main, qui va débuter au niveau de l'épiphyse distale des os de l'avant-bras et terminer au niveau de la deuxième rangée du carpe. En effet, sur le schéma de présentation, je vais pouvoir le montrer un petit peu mieux, qu'on va volontairement zoomer la partie distale du membre supérieur, et circonscrire l'espace du poignet, donc, qui va débuter ici, donc au niveau de l'épiphyse distale des os de l'avant-bras, et qui va prendre en compte d'une part la première rangée du carpe qui va former l'articulation radiocarpienne, et d'autre part la deuxième rangée du carpe. En effet, elle va s'articuler avec la première rangée du carpe et va participer activement à la biomécanique du complexe articulaire du poignet. Sur cette vidéo, nous nous attarderons surtout sur l'anatomie descriptive. La physiologie articulaire sera décrite plus tard. Voyons maintenant la configuration des surfaces articulaires. On va faire pour cela une vue en 3 dimensions. Ici, on sera en haut, ici en avant, et ici en médial. On va dans un premier temps décrire la surface articulaire radio-ulnaire distale. Donc ici en latéral, je vais d'abord faire l'épiphyse distale du radius, qu'on a volontairement coupé, avec donc la partie latérale et la styloïde radiale, le tubercule lunarien, et enfin la face médiale de l'épiphyse distale du radius, qui va s'articuler donc avec l'épiphyse distale de l'os contralatéral, l'ulna, qui va présenter une surface articulaire ici convexe vers le dehors, et qui va recevoir l'incisure ulnaire. On a aussi coupé le reste de l'os. On va également couper la styloïde ulnaire qui initialement est située donc ici. Et on va la couper. Vous allez comprendre pourquoi après. Les surfaces articulaires, donc celle du radius, elle est située sur sa face médiale. On appelle ça l'incisure ulnaire. Donc elle est concave. Orientée vers le dedans, cette articulation est de type trochoïde, donc cylindre plein sur cylindre creux. Et bien le cylindre creux, c'est l'épiphyse distale du radius, qui va s'articuler avec la tête ulnaire qui, elle, est convexe. Dans cette articulation, l'os le plus mobile sera le radius qui va pivoter autour de la tête ulnaire. L'articulation radiocarpienne, qu'on va décrire sur un autre schéma, elle est située ici sur la face inférieure du radius. Les deux articulations, donc radio-ulnaire distale et radiocarpienne, sont séparées par un fibrocartilage appelé disque articulaire, anciennement appelé ligament triangulaire. Donc c'est un fibrocartilage qui va d'une part séparer les deux cavités articulaires, et d'autre part qui va répondre à la partie médiale du condyle carpien. L'ulna, bien que terminant à proximité du condyle carpien, ne s'articule pas directement avec les os du carpe. C'est bien le disque articulaire qui va donc s'insérer sur sa styloïde, qui va être recouvert de cartilage hyalin et qui va répondre à la partie médiale du condyle carpien. D'où l'appellation radiocarpienne et pas radio-ulnocarpienne par exemple. Donc ce disque articulaire, il va évidemment être recouvert de cartilage hyalin et est à la fois un moyen d'union, donc qui participe à la stabilité de l'articulation, et une surface articulaire. Donc. Au niveau, donc on peut déjà décrire, cette articulation est assez simple à décrire, on va décrire déjà ces ligaments. Un peu comme au niveau du membre inférieur, la tibio-fibulaire inférieure. Vous allez avoir deux ligaments, un postérieur et un antérieur, qui vont donc
stabiliser l'articulation et limiter les glissements antérieurs et postérieurs. Ces surfaces articulaires ne sont pas congruentes, ça veut dire qu'elles ne s'emboîtent pas réciproquement. Donc l'articulation va être assez instable, elle doit être stabilisée par des ligaments car elle est assez mobile. Lors des mouvements de pronosupination, on voit bien que la plupart du mouvement se produit ici. Vous allez avoir un effet pivot au niveau de la radio ulnaire supérieure, mais c'est bien au niveau de la radio ulnaire distale que le mouvement est majoritaire. Donc cette articulation doit être stabilisée, circonscrite par ces deux ligaments. La tête ulnaire, elle est oblique en avant et en dehors, et l'incisure ulnaire est oblique en dedans, est orientée vers le dedans, exactement. Parfois, le disque articulaire est un petit peu perforé et va faire communiquer les deux cavités articulaires radio-ulnaire distale avec la radio carpienne. Ça, c'était pour la radio ulnaire distale. Maintenant, on va décrire l'articulation radio-carpienne. Donc, nous allons faire deux vues. Donc ici, on va faire une vue inférieure du condyle carpien. Ici, on sera en avant et ici, en médial. Déjà. Donc ici, on dessine l'épiphyse distale du radius face inférieure avec le processus styloïde ici. Le tubercule lunarien et le reste de l'épiphyse distale. Ici, la styloïde ulnaire qui va recevoir l'insertion du disque articulaire. Le condyle carpien va répondre à cette surface articulaire. Ce sera l'addition des surfaces articulaires des os de la première rangée du carpe qui va répondre à cette surface. On appelle la glène radiale, qui va être concave et qui va être composée notamment de deux surfaces articulaires qui sont divisées en deux par une petite crête sagittale. Et vous allez avoir du coup deux surfaces articulaires. La surface articulaire latérale va répondre au scaphoïde et la surface articulaire médiale va répondre au lunatome. Le disque articulaire donc qui part de la face latérale inférolatérale de la styloïde ulnaire et va terminer sur le bord inférieur de l'incisure radiale. L'incisure radiale qui sera située notamment ici. De forme triangulaire, comme son ancien nom ligament triangulaire l'indique. Lors des traumatismes du poignet, si cette structure est atteinte, le pronostic fonctionnel ne sera pas le même, de par son importance dans la stabilité du poignet. Donc ici, recouvert de cartilage hyalin également. Et alors oui, dernier point, le bord postérieur de la glène radiale, donc ici, va descendre plus bas. Si je fais une vue latérale juste à côté, donc assez rapide, donc ici on serait en supérieur, ici en antérieur, ça voudrait dire en fait, et donc ici vous aurez la styloïde, voilà, ça veut dire que le bord postérieur de l'articulation va descendre plus bas. Et donc le condyle carpien, il va être situé ici. Donc lors des mouvements de flexion et d'extension, on n'aura pas, par exemple, la même amplitude et les mêmes facteurs limitants. Au bout d'un moment, le condyle carpien va buter contre ce bord postérieur. Revenons à la configuration articulaire de la radio carpienne. Donc ici, je fais une vue supérieure du carpe. Donc ici, on sera en arrière et ici, en médial.
Et on va avoir la correspondance des champs articulaires. L'os le plus latéral de la deuxième rangée, c'est le scaphoïde. Son nom indique en forme de coque de bateau. Eh bien, la surface articulaire, elle va être ici. Voilà pour le scaphoïde. Donc le condyle carpien, donc qui sera l'addition des surfaces articulaires de la face supérieure du carpe, sera convexe en tous sens. Ici, je dessine la surface articulaire de la face supérieure du lunatum. Et enfin, surface articulaire du triquetrum, l'os le plus médial de la première rangée du carpe, pardon. Ici la fin de l'os, avec le pisiforme donc, qui sera posé sur le triquetrum. Ça, c'était pour la radiocarpienne. Donc, elle est de type ellipsoïde. On le voit bien, sa forme ovalaire. Et elle va autoriser deux mouvements, ou plutôt des mouvements dans deux plans. Flexion, extension, adduction, abduction. Ensuite, dernière surface articulaire à décrire, ce sera celle de l'articulation médio-carpienne. Pour cela, une vue antérieure. Et on va dessiner une main de face. Ça, c'est médial. Alors, pour dessiner une main de face, on commence par le capitatum, os en forme de bouchon de champagne, pourvu d'un tubercule. Ensuite, vous avez le lunatum ici. Le triquetrum qui lui fait suite médialement. Avec le pisiforme qui sera posé dessus. On va avoir ici le scaphoïde avec son tubercule qui va terminer de former la première rangée du carpe. Ensuite, vous allez avoir l'amatum ici, avec son crochet. Le trapézoïde qui va faire suite au capitatum latéralement. Et enfin, le trapèze. Et vous avez donc un carpe de face. L'articulation que l'on souhaite décrire ici, c'est l'articulation médio-carpienne entre les os de la première rangée du carpe et la deuxième. Le type articulaire est assez difficile à décrire. Vous avez un système d'emboîtement réciproque des os du carpe qui vont notamment bouger pendant les mouvements du poignet, en flexion-extension et en abduction-adduction. Cette interligne articulaire donc est assez complexe. Sur sa partie latérale, il est concave vers le haut. Sur sa partie moyenne, il va être convexe vers le haut. Et sur la partie médiale, il va être oblique en bas et en dedans, pour faire simple. Donc c'est un système d'emboîtement réciproque qui va donc participer, qui va se départager avec les mouvements de la radiocarpienne, les mouvements de flexion-extension notamment, et d'abduction et d'adduction. Nous allons maintenant parler des moyens d'union de cette articulation, de ces articulations. On va rester sur la médiocarpienne pour l'instant. Ensuite,
On va redessiner les os de l'avant-bras. Avec ici un petit tubercule, le tubercule lunarien. Avec l'ulna ici. Et on va parler dans un premier temps des capsules articulaires. Donc celle de la radio ulnaire distale, elle va simplement circonscrire les cartilages. Celle de la radio carpienne, voilà, elle va prendre en compte également les pourtours des cartilages et va exclure le pisiforme. Le tubercule lunarien ne fait pas partie de l'articulation. Au niveau médio-carpien, donc vous allez avoir également la prise en compte des cartilages articulaires, mais également les interlignes entre les os du carpe de la deuxième rangée, qui sont tous articulés entre eux. Ça va de soi. On exclut le pisiforme, qui ne s'articule que avec le trichétrum. Et vous avez du coup les 3 capsules articulaires. Alors vu que c'est pas très clair, on va les faire comme ceci. La radio ulnaire distale, la radio carpienne, et la médio-carpienne. Et vous avez donc les 3 capsules qui apparaissent. Donc la capsule de la radio ulnaire inférieure, celle-ci, de par le mouvement très important qui se passe en son sein, va être lâche. Elle va autoriser tous les mouvements, et notamment le radius qui va glisser en avant et en arrière lors des mouvements de pronosupination. La capsule articulaire de l'articulation radiocarpienne va être assez résistante en avant et va être plutôt faible en arrière. Elle va même présenter des déhisciences, ça veut dire des petites faiblesses dans lesquelles pourront passer la membrane synoviale et pourront donner des kystes sur la face dorsale du poignet, des kystes donc synoviaux. Si nous nous attardons sur l'articulation radio-ulnaire distale, il est intéressant, donc si on garde la même orientation, de la comparer avec son homologue supérieur. Donc ici, donc c'est la même orientation, toujours en vue antérieure. Simplement, voilà, ici c'est l'ulna, avec la tête radiale, et on voit que la configuration n'est pas exactement la même. Au niveau du radio-ulnaire supérieur, c'est bien la tête radiale qui est convexe et qui va être circonscrite par le ligament annulaire. La mobilité au niveau de cette articulation va être assez faible. Il va juste y avoir des mouvements de pivot, des légers mouvements de la tête radiale. Tandis qu'au niveau radio-ulnaire inférieur, donc on a simplement 2 ligaments antéro-postérieurs qui limitent les glissements, autrement le mouvement sera majoritaire au niveau de la radio-ulnaire distale. On n'oublie pas du coup les 2 petits ligaments qu'on a déjà décrits, mais on va les remettre, ça coûte rien. Donc ici, un faisceau antérieur qui va renforcer la capsule en avant, et un faisceau postérieur qui est exactement équivalent au faisceau antérieur, si ce n'est qu'il s'attache de part et d'autre de l'incisure ulnaire et de la tête ulnaire sur le bord postérieur. Parlons maintenant des ligaments collatéraux. Les ligaments collatéraux, donc ils sont au nombre de 2, ligaments radio
collatéral radial pour le ligament latéral et ligament collatéral ulnaire pour le ligament médial, donc qui vont limiter notamment les mouvements d'abduction et d'adduction. Donc ici, on va faire une vue latérale pour commencer à parler du ligament collatéral radial. Ici, l'épiphyse distale du radius. Voilà. La styloïde radiale, elle va être ici. Petite protubérance osseuse, assez facilement palpable. Voilà. Avec le bord postérieur qui descend plus bas. Ici, le scaphoïde. Avec ici le trapèze. Et on n'ira pas plus loin. Et ici, on peut faire donc les os du carpe postérieur avec l'unatome scaphoïde, trapézoïde et capitatum. Et vous aurez les métas qui seront comme ceci et le premier méta qui sera ici. Le ligament collatéral radial est divisé en deux faisceaux qui ont une insertion commune sur l'apex de la styloïde radiale. Il va y avoir un faisceau antérieur qui va aller jusqu'à la face antérieure du tubercule du scaphoïde. Le tubercule du scaphoïde, il est ici. Et donc le faisceau antérieur qui va jusqu'à la face antérieure du tubercule du scaphoïde et le faisceau postérieur qui va jusqu'à sa face latérale. Et vous avez les deux faisceaux du ligament collatéral radial qui apparaît. Il va notamment limiter l'abduction de poignet. Donc lorsque le condyle carpien va aller vers le dehors. C'est lors des traumatismes en abduction forcée notamment qu'il va être lésé. Donc les entorses du poignet, les entorses latérales du poignet impliquent ce ligament. Il a un équivalent au niveau médial, le ligament collatéral ulnaire. Ici, on fait une vue médiale du poignet avec épiphyse distale de l'ulna, avec la styloïde ulnaire, avec ici la surface articulaire du triquetrum, on peut également faire apparaître l'amatome avec son crochet, le pisiforme qui est posé sur le triquetrum avec lequel il s'articule, et M5. Donc la styloïde ulnaire, elle est un peu creusée comme ceci. Justement, elle est marquée par l'attraction ligamentaire du collatéral ulnaire. Sur l'apex de la styloïde ulnaire face médiale, faisceau commun. Comme le collatéral radial, il a deux faisceaux. Un faisceau antérieur qui va aller jusqu'au pisiforme. Et un faisceau postérieur qui va aller jusqu'au triquetrum, au niveau de sa partie postérieure. Il y a d'ailleurs un petit tubercule ici, qui est marqué par l'insertion du collatéral ulnaire. Ce ligament est assez puissant, il va limiter notamment les mouvements d'adduction du poignet, donc l'inclinaison ulnaire. Ces deux ligaments donc qui limitent du coup latéralement et médialement, qui circonscrivent latéralement l'articulation, donc ils sont assez sujets aux entorses. On voit notamment les mouvements un petit peu de torsion
du poignet, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Ça peut être des chutes en vélo, des accidents de moto, des chutes dans les escaliers où on se rattrape avec la main. Donc si c'est pas l'os qui prend par exemple et qu'il y a un mouvement dans l'articulation assez rapide, c'est souvent ces ligaments qui sont atteints. Donc leur anatomie est assez indispensable pour comprendre le poignet. Nous allons maintenant passer aux ligaments sagittaux du poignet. Donc ici, vue antérieure, supérieure, médiale, avec capitatum, lunatum, scaphoïde, pisiforme et triquetrum, amatum, trapézoïde et trapèze. On peut désormais faire apparaître les épiphyses distales des os de l'avant-bras. Épiphyse distale de l'ulna. Donc nous avons plusieurs ligaments à mettre en évidence. Donc ici, on va déjà parler des ligaments antérieurs qui sont plus importants que les ligaments postérieurs. On va parler notamment du ligament radiocarpien antérieur. Donc ici, bon, le tubercule lunarien n'est pas mis en évidence, mais ça n'a pas d'importance. Vous allez avoir donc deux ligaments. Un ligament radiocarpien antérieur et un ligament ulnocarpien antérieur. Donc ils vont partir tous les deux des épiphyses distales des os de l'avant-bras. Notamment l'ulnocarpien antérieur qui va en réalité partir du bord antérieur du disque articulaire. Qui, je le rappelle, est situé ici. Et le tubercule lunarien, si je dois vraiment le mettre en évidence, il serait ici. Le radiocarpien antérieur va partir du tubercule lunarien et de la partie antérieure de la styloïde. Il va avoir un premier faisceau qui va rejoindre le faisceau supérieur de son homologue ulnocarpien. Donc c'est pas vraiment son homologue, mais du ligament ulnocarpien antérieur. Il va avoir un faisceau moyen qui va terminer sur le lunatum et le triquetrum. Et enfin un faisceau inférieur qui va relier le scaphoïde et le capitatum. Et vous avez le ligament qui apparaît. Donc ça, c'est le ligament radiocarpien antérieur. Il est le faisceau moyen de ce ligament, donc celui-ci, est appelé le ligament supinateur, tout simplement parce que lors de la supination, donc le radius va aller vers le dehors, et bien c'est ce ligament qui va transmettre la supination aux os du carpe. Pour le ligament ulnocarpien antérieur, on va utiliser une autre couleur. Donc il va partir du bord antérieur du disque articulaire, donner un faisceau pour le faisceau supérieur du radiocarpien antérieur. Le faisceau moyen, il va aller sur le lunatum et le capitatum. Et enfin, faisceau inférieur sur les deux os médiaux, triquetrum et amatum. Donc ces ligaments ont pour but d'une part de solidariser les os du carpe entre eux et de transmettre les mouvements de l'articulation, notamment de la radio-ulnaire distale, aux os du carpe. Donc comme le faisceau moyen du ligament radiocarpien antérieur qui est appelé ligament supinateur.
On va faire maintenant une vue postérieure pour parler du ligament radiocarpien postérieur. On avait dit sur le schéma d'avant qu'il y avait un faisceau qui correspondait au ligament supinateur, qui transmettait la supination aux os de la main. Eh bien, vous avez également un ligament pronateur. Donc on redessine rapidement. Hop. Voilà, donc c'est quand même plus pratique de commencer par le capitatum. Après, vous avez juste l'unatum à faire. Scaphoïde. Trapézoïde. Trapèze. Trichétrum et amatum. Voilà. Eh bien, le ligament radiocarpien postérieur, donc il part de la partie postérieure du radius. Le faisceau supérieur va terminer sur le lunatum. Le faisceau moyen, il va aller sur le trichétrum. Et on peut déjà noter l'orientation de ce ligament, qui est appelé ligament pronateur. Lors des mouvements de pronation, le radius va aller vers l'avant et le dedans. La mise en tension, cela va entraîner la mise en tension de ce ligament, qui va en fait transmettre le mouvement de pronation aux os du carpe, qui vont ensuite suivre le faisceau inférieur qui termine sur scaphoïde et capitatum. Et vous avez la fin de ce ligament qui va apparaître. Ligament radiocarpien postérieur. Surtout, retenir l'anatomie des ligaments antérieurs qui sont un peu plus importants, même si il est quand même judicieux de savoir que le mouvement de pronation est transmis aux os du carpe par le faisceau moyen du ligament radiocarpien postérieur. On retourne sur la vue antérieure et on peut mettre, par exemple, on va rajouter les ligaments du médiocarpe. La première chose à dire, tous les ligaments du carpe, tous les os du carpe, pardon, sont reliés ensemble par des petits ligaments interosseux. Tous, sans exception. Vous allez avoir un renfort entre le scaphoïde, le trichétrum et le linatum. Vous allez avoir un ligament dit scaphotrichétral, ici. Tout simplement parce que le linatum est un os très mobile qui se luxe assez facilement. Et donc le corps a jugé judicieux de renforcer les interlignes articulaires du linatum, notamment en avant. Car en extension, il est très mobile. C'est le but du ligament scaphotrichétral antérieur, c'est de se mettre en tension, notamment lors des mouvements d'extension. C'est là où le linatum risque la luxation. Le ligament radiocarpien antérieur a cette orientation. Le ligament radiocarpien postérieur a cette orientation. Donc il y a un effet frondiforme des ligaments radiocarpiens qui prennent un peu comme une ceinture, qui vont stabiliser le carpe. Ensuite, au niveau des ligaments sagittaux, des ligaments antérieurs, ça va être bon. Simplement, on va rajouter, on n'a pas encore parlé beaucoup du médiocarpe. Au niveau de la première rangée, encore un petit ligament ici, toujours pour renforcer du coup l'interligne scapho-lunaire. Vous avez un ligament radio-scapho-lunaire, donc qui va partir de la face inférieure du radius, juste en avant de la surface articulaire. Et vous avez ce ligament du coup, qui donne un faisceau pour le scaphoïde, un faisceau pour le lunatum. Ensuite, pour le médiocarpe, vous avez surtout un ligament qui s'appelle le ligament radié. Il s'appelle comme ça en raison de sa forme rayonnée, qui va donner des expansions pour tous les os du carpe, sauf
le lunatum. D'où l'intérêt de renforcer cette interligne par les ligaments qu'on a décrits ici et ici. Donc il a une forme rayonnée. On ne les a pas mis en évidence, mais il donne également des expansions pour les métacarpiens qui sont en avant. Notamment M2, M3, M4. Voilà, donc si je devais les dessiner, M2 il serait là. M3 serait là. Et M4 serait là. Donc vous avez tout cet ensemble ligamentaire qui va stabiliser le carpe, que ce soit au niveau médiocarpien, radiocarpien et même... Non, c'est déjà pas mal, je m'arrête là. Lors des fractures de l'épiphyse distale du radius, dites les fractures de Poutot-Col, vous pouvez avoir une désaxation du poignet qui va du coup perturber tout cet équilibre ligamentaire qu'il faudra ensuite récupérer par la suite. Elle donne notamment des déformations en dos de fourchette sur l'épiphyse distale du radius, donc qui est l'os en regard du pouce, et vous allez avoir cette déformation dite en dos de fourchette. Articulation, le poignet assez fréquemment touché par les pathologies rhumatismales, les polyarthrites rhumatoïdes notamment, qui vont donner d'une part des nodules et des lésions rhumatismales qui vont déstabiliser l'articulation et qui peuvent même aller jusqu'à la déformer. En termes d'éléments à distance, donc vous avez également le rétinaculum des fléchisseurs, là où va passer le nerf médian, qui est cette petite membrane fibreuse. Alors on va pas la mettre ici, on va la mettre comme ça. Moins gros. Voilà, parce qu'elle touche pas la mulus, il ne touche pas la mulus non plus. Voilà. Vous avez le rétinaculum des fléchisseurs qui, vu qu'il solidarise les os du carpe entre eux, a une action sur la stabilisation du poignet. Vous allez avoir bien évidemment la membrane interosseuse ici, qui solidarise les deux os de l'avant-bras, donc qui participe à la stabilisation. Vous allez avoir le fascia palmaire profond, avec le long palmaire qui arrive ici, qui va terminer donc un petit peu sur les rétinaculums et qui va donner ensuite le fascia palmaire profond, qui va notamment envoyer des petites digitations comme ça au niveau des doigts. Et vous avez une pathologie assez connue qui s'appelle la maladie de Dupuytren, qui entraîne une rétraction du fascia palmaire profond et qui va du coup entraîner peu à peu une main en flexion comme ceci. Nous avons fini pour l'anatomie du poignet, notamment sa stabilisation passive. Il nous reste la stabilisation active et ensuite on aura terminé. Un dernier schéma. Pour comprendre comment est stabilisée l'articulation, notamment radiocarpienne. Alors, donc ici, on sera en vue inférieure. L'idée, ça va être de montrer tous les tendons qui passent autour de l'articulation pour la stabiliser. Avec ici styloïde ulnaire, ligament triangulaire ou disque articulaire. Et ici donc les surfaces articulaires. Donc le poignet, si vous voulez, ou même la main, elle se comporte un petit peu comme une marionnette. C'est-à-dire que vous allez avoir tous les fils qui articulent la marionnette qui vont partir du coude. Et donc les fils vont passer en regard de l'articulation et leur contraction des tendons périarticulaires va stabiliser l'articulation. En avant, notamment, vous avez le fléchisseur profond des doigts.
Encore en avant, vous allez avoir le fléchisseur superficiel des doigts qui est en 2 ventres. Un ventre pour 2 et 5, un ventre pour 3 et 4. Vous allez avoir également le tendon du long palmaire, le long fléchisseur du pouce et le fléchisseur radial du carpe, qui a l'équivalent médial fléchisseur ulnaire du carpe. Donc tous les tendons des fléchisseurs vont passer évidemment au contact, à proximité de l'articulation radiocarpienne et vont la stabiliser antérieurement. En arrière, vous allez avoir l'extenseur du 2, l'extenseur des doigts, l'extenseur du 5, l'extenseur ulnaire du carpe qui termine sur M5, le long extenseur du pouce, court et long extenseur radio du carpe, le court extenseur du 1 et vous allez même avoir le long abducteur du pouce. Donc tous ces tendons vont passer à proximité du cartilage articulaire et vont contribuer à la stabilité du poignet. Donc qui est stabilisé passivement par un nombre de ligaments assez complexe, dont l'anatomie est assez complexe, et par un nombre assez important de tendons périarticulaires qui vont stabiliser l'articulation. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.